Donc, c'est avec un grand enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs, à notre premier webinaire sur le thème de l'édition. Cette édition intitulée Le Maroc post-Covid et l'économie circulaire et le management de la supply chain, mixte porteur de stratégies de rétablissement. Ce webinaire va s'articuler sur les thématiques qui nous tiennent à cœur. Il s'agit de l'économie circulaire en relation avec le domaine du BTP. Donc, ce premier webinaire, comme vous le savez, s'inscrit dans un cycle de conférences en ligne qui vont vers la fin donner vie à un congrès national pour une concertation sur le thème de l'édition. Cette concertation a pour objectif de contribuer concrètement au développement de notre pays, tout en faisant preuve d'engagement et de patriotisme. Donc, comme vous le savez, notre association Forum HTP Entreprises fête ses 24 ans d'engagement, 24 ans de succès et de services de qualité. Et comme prélude et comme témoignage de ce succès et comme prélude à ces changements, nous avons décidé que cette édition soit en ligne. Donc, c'est pour cela que nous avons collaboré avec la startup C-Cube pour vous assurer un environnement très dynamique et participatif. Donc, en vous souhaitant la bonne chance lors de vos entretiens. Donc, je tiens à remercier nos chers conférenciers et notre modérateur pour leur participation, leur soutien et leur engagement. Je remercie chaleureusement encore nos partenaires médiatiques et nos entreprises partenaires, sans oublier de gratifier l'équipe conférence et développement qui ont fourni un effort colossal pour vous assurer des webinaires de qualité et pour qu'ils soient toujours à la hauteur de vos attentes. Donc, sur ce, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, sous la tutelle du ministère de l'Équipement, du Transport, de Logistique et de l'Eau, au nom de l'École Hassania des Travaux Publics et du Forum HTP Entreprises, je vous annonce, mesdames et messieurs, le commencement du cycle Ingénieur rabote la relance. Merci d'être aussi nombreux et excellente soirée. Donc, je cède la parole à monsieur Oussama Wassini, notre modérateur, pour continuer notre conférence. Merci beaucoup. Merci Khadija. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on s'entend clairement. Parfait. Donc, je vous remercie Khadija. Merci à tous de participer, aux intervenants. Je remercie aussi tous les étudiants qui participent à ce forum. Donc, pour ne pas trop garder la parole, je préférerais, à chaque fois que je poserai une question à un des participants, au tout premièrement de se présenter et de pouvoir exposer un peu son pédigré dans le domaine de l'économie circulaire. Donc, je vais permettre de commencer avec Ihsan. Et je lui demanderai tout simplement de nous donner une petite, comme elle est enseignante et qu'elle a ouvert un MBA en partenariat avec l'IMT de Lyon, de nous donner un peu pour elle qu'est-ce que la définition de l'économie circulaire et qu'est-ce que cette économie circulaire a pour impact dans notre nouveau modèle économique. Bonjour, Monsieur Oussama. Bonjour. Bonjour, alors je commence par me présenter. Donc, c'est Ihsan Elouedi. Je suis prof à l'école des mines de Rabat, le NSMR. Je suis responsable pédagogique du master entre IMT du Douai et le NSMR. Il s'agit d'un master, donc c'est un premier master au Maroc sur l'économie circulaire de manière intégrée. Donc, dans mon domaine de compétences, je suis de formation ingénieur, j'ai un doctorat en économie de l'environnement et je m'intéresse à tout ce qui est économie circulaire, économie des ressources naturelles, économie de l'environnement. Donc, je commence par remercier, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord, donc je commence par remercier l'équipe Forum Entreprise, Club Forum Entreprise. Premièrement, de m'avoir invité pour débattre ce sujet qui est très important. Deuxièmement, je suis vraiment étonnée que nos jeunes ingénieurs, ils sont intéressés par un sujet qui commence à prendre de l'importance au Maroc parce que c'est un nouveau domaine de compétences. Bien souvent, on travaille sur tout ce qui est spécialisé. Lorsque je dis économie circulaire, surtout pour un ingénieur, c'est motivant parce que les ingénieurs, pour eux, l'économie, c'est un peu loin de leur domaine de compétences. Donc, lorsqu'on voit des ingénieurs qui sont intéressés par l'économie circulaire, c'est une bonne chose. Donc, pour commencer le débat, donc je vois qu'il est intéressant
de définir l'économie circulaire du moment que c'est un webinaire qui est destiné à 100% pour les étudiants. Donc, je commence par définir l'économie circulaire. Comme ça, on va tous se mettre d'accord sur la définition et après, on va débattre des sujets qui sont plus importants. Donc, pour l'économie circulaire, c'est tout à fait le contraire de l'économie linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'économie linéaire? C'est lorsque un ingénieur ou bien une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle extrait des matières premières, elle produit des biens, elle consomme, le consommateur, il consomme et à la fin, on jette. D'accord? Donc, c'est le schéma ancien de l'économie linéaire. C'est ce qu'on faisait depuis des années, sauf qu'actuellement, ce schéma ne donne plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'on a premièrement des problèmes d'ordre environnementaux. D'accord? Tout le monde actuellement, il parle de développement durable, des problèmes environnementaux. Donc, lorsqu'on jette, on a des impacts sur l'environnement. Donc, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau de l'extraction. Lorsque je commence par l'extraction, actuellement, les ressources naturelles sur lesquelles on se base pour extraire les matières premières sont épuisées, d'accord? Donc, ce schéma ne va plus donner de résultats parce qu'on a un problème en amont et on a un autre problème à l'aval. Donc, nous étions obligés, donc l'être humain, il était obligé de chercher. Donc, il fallait, comme si on a pris de retard pour penser à l'économie circulaire, parce qu'on a attendu qu'on est actuellement en phase d'épuisement de ressources. Donc, on a cherché l'alternative, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, il vient pour rompre l'ancien schéma de l'économie qui est linéaire. Alors, il se base sur quoi? On doit utiliser les ressources de manière efficiente, donc tout ce qui est développement durable, et en même temps, donc, on va minimiser l'impact sur l'environnement tout en garantissant une bonne production. Donc, on va chercher toujours le développement économique, d'accord? Alors ici, l'économie circulaire, des fois, vous allez me dire, ça ressemble au développement durable. Donc, ça ressort de développement durable, sauf qu'ici, on va insister sur la composante économique, c'est sur le cycle de vie. Parce qu'un produit, on a un cycle de vie utilisé. Donc, on va, autant qu'économiste ou bien ingénieur ou bien intervenant, on va intervenir sur le cycle de vie. C'est pour ça qu'on dit circulaire, parce qu'on ne va pas jeter, on va recycler. Donc, on fait partie de recyclage, sauf qu'il est important de mentionner parce que les gens, ils disent économie circulaire, c'est le recyclage. Donc, ce n'est pas forcément ça. Donc, c'est aussi tout ce qui est efficience énergétique. On intervient même dans la gestion des ressources naturelles parce que les gens, ils ont cette confusion qui dit économie circulaire, c'est 100% recyclage. Non, c'est une composante parmi d'autres, d'accord? Donc, vous, en tant qu'ingénieur, si vous êtes, par exemple, spécialisé en efficience énergétique, alors vous faites de l'économie circulaire. C'est une composante, d'accord? Donc, on a ici les 5 en économie circulaire. On a les 3, on fait appel aux 3 R. Alors, les 3 R, c'est réduire l'utilisation des ressources, réutiliser ces ressources et les recycler. Donc, ça fait partie, bien souvent, on lit l'économie circulaire aux 3 R. Alors, l'idée de l'économie circulaire, elle n'est pas nouvelle, d'accord? C'est pas nouveau, d'accord? Ça remonte à des années, depuis 1966, il y a des économistes, pas mal d'économistes qui ont fait des livres sur ça, mais il fallait attendre les années 2000 pour que ça devienne vraiment très médiatisé. Donc, officiellement, à partir des années 2000, on parle bien souvent de tout ce qui est économie circulaire. Pourquoi, vous allez me dire pourquoi les années 2000? Parce que ça s'est coïncidé avec la flambée des prix des matières premières entre 2000 et 2020. Ça s'est coïncidé encore avec la surexploitation des terres, des terres rares par la Chine, d'accord? Donc tout ça, ça a engendré le débat, donc ça va devenir politique. On va débattre dans des conférences politiques, tout ce qui est en relation avec l'économie circulaire. C'est bon, monsieur Wassimi, ou bien? Oui, c'est bon, parfait. Et là, Donc, pour ne pas trop tarder, c'est ce que nos étudiants ou bien toute personne qui est en train de nous regarder, c'est ce qu'il doit garder en tête. C'est l'économie circulaire, c'est tout à fait le contraire de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est quoi? C'est extraire, produire, consommer et jeter. Par contre, pour l'économie circulaire, on va réduire l'utilisation, on va réutiliser et on va recycler.
D'accord? Et c'est quoi, qu'est-ce qui va rapporter au niveau du nouveau modèle économique? C'est quoi, en quelque sorte, la plus-value, la valeur ajoutée de ce modèle d'économie circulaire dans le nouveau modèle économique? Comment? Je n'ai pas saisi votre question. Donc, comme vous avez dit, cette économie circulaire va apporter une valeur ajoutée au niveau du modèle économique. Eh bien, alors ici, on va Donc, intervenir. donc, le modèle économique, c'est quoi cette valeur ajoutée ou qui va pouvoir apporter une richesse supplémentaire au niveau de l'activité en général, au niveau du tissu économique en général? Oui, exactement. Donc, on part de l'économie circulaire, certainement, on a un objectif qui est environnemental, d'accord? On va réduire les impacts, mais nous, en tant qu'entreprise, il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, il cherche à maximiser le profit, d'accord? Donc, sûrement, il va charger, si vous êtes devant une entreprise, il va te dire c'est quoi la valeur ajoutée. Donc, sûrement, ce schéma économique, il va introduire une valeur ajoutée de plus. Parce que lorsque je vais introduire sur recycler, je ne vais pas recycler juste pour protéger l'environnement, parce que ça va me donner une valeur ajoutée de plus. Si je me décide d'augmenter la durée de vie d'un produit, c'est pour avoir plus de profit pour moi, d'accord? Donc, sûrement ici, là, le maillon de ce schéma, c'est avoir un profit pour le producteur, c'est normal, sinon ils ne vont pas être intéressés, mais en même temps sur l'environnement. C'est comme si on va convaincre l'entreprise qu'il a intérêt d'opter pour ce schéma parce qu'il va gagner plus d'argent. D'accord. D'accord? Et j'en profite pour sauter à M. Kapech de nous apporter à travers des exemples. On sait qu'au niveau du textile, le monde est tellement vaste et j'en profite pour qu'il puisse nous apporter quelques exemples d'économie circulaire. Alors, je voudrais tout simplement réagir par rapport à ce qu'a dit Mme Ihsan. C'est que la principale valeur ajoutée est à la fois macroéconomique et microéconomique. Donc, au niveau macroéconomique, d'abord, vous savez qu'il y a un épuisement des ressources naturelles et de toute forme, que ce soit des minerais ou des produits, ou même des produits agricoles. Donc, il y a un épuisement. Et qui dit épuisement, dit forcément augmentation des prix. L'augmentation des prix. Donc, l'économie circulaire va pouvoir, en quelque sorte, réduire le recours à cette matière brute, à cette matière naturelle. Le coût. Et va, par définition et par conséquence, affecter le prix. Donc, il va maintenir les coûts des matières premières, par exemple des minerais de plomb, des minerais de toutes sortes de minerais, les maintenir à un niveau raisonnable pour que l'économie ne souffre pas, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, parce qu'il y a toujours des équilibres qui se créent. Il ne faut pas qu'il y ait trop de déséquilibres qui vont affecter l'ensemble, parce qu'une augmentation, par exemple, je ne sais pas, du plomb, il affecte tout. Si on ne recycle pas, par exemple, les matières, ce qu'on appelle aujourd'hui les matières rares, les prix de nos ordinateurs et de nos téléphones doivent doubler. Donc, l'économie circulaire, il apporte une valeur ou une valeur ajoutée au niveau macroéconomique, au niveau mondial. Et donc, je vous demande aussi je saisis l'occasion d'inciter tous les ingénieurs à lire un livre qui est très important, qui s'appelle Cradle to Cradle de McDonough, et qui explique un petit peu tout ce schéma et tout cet écosystème qui se développe et qui est vraiment vital, il n'est plus un luxe en lui-même, parce qu'aujourd'hui, avec l'utilisation intensive des matières premières, nous ne allons pas pouvoir suivre, c'est-à-dire l'économie ne va pas pouvoir suivre l'épuisement des ressources. Et donc, forcément, il va y avoir une augmentation de prix partout. Et donc, ça devient relativement ingérable et ça va impacter l'économie mondiale. Donc, le recours à l'économie circulaire, ça devient quelque chose de vital. Et c'est pour ça que toutes les puissances mondiales, maintenant, vous voyez même les États-Unis avec Trump, ils se sont revenus sur leur engagement au niveau du climat et de protection de l'environnement. Maintenant, tout le monde a compris qu'ils doivent revenir à table
pour discuter pour ces rapports multilatéraux, ces conventions multilatérales, pour pouvoir réduire l'impact de recours aux ressources naturelles et même aux ressources agricoles. Si vous prenez par exemple le coton, si on revient à notre domaine du textile, si on continue à consommer le coton, le t-shirt va doubler son prix d'ici quelques années. Et donc, le retour à l'économie circulaire, ça protège à la fois l'économie, ça protège l'économie, mais aussi elle permet un coût raisonnable de production, parce qu'une partie du coton va rentrer reprendre le circuit. Donc, on va plus être, comme elle a dit, sur l'économie linéaire, mais on va être dans l'économie circulaire qui prend une partie de ce qu'on a consommé et le reprendre dans le circuit de production. Donc, c'est quelque chose qui est devenu fondamental. Et aujourd'hui, on a une autre dimension qui rentre en jeu, qui est celle du phénomène social. Aujourd'hui, le consommateur européen, américain ou même mondial nous impose cette économie circulaire. Comment il nous impose? Aujourd'hui, dans le domaine du textile, ils vous disent, s'il n'y a pas 30% par exemple ou 20% de fibres recyclées, c'est-à-dire que vous avez pris d'un habit qui est déjà habillé ou d'un déchet qui est jeté et vous ne le réintroduisez pas dans le t-shirt ou dans le pantalon, je ne vais pas l'acheter. Et donc, c'est un phénomène qui vient bien évidemment des pays nordiques comme les pays scandinaves, mais c'est un phénomène qui prend de l'extension au niveau international. Et aujourd'hui, les gros donneurs d'ordre internationaux comme Zara, comme les grandes marques internationales, imposent maintenant de plus en plus aux intervenants dans le secteur, que ce soit les tisseurs, les filateurs, les confectionneurs, les fournisseurs en général de l'habillement, leur imposent un pourcentage qui va augmenter progressivement dans les habits, dans la fibre, et qui provient de la fibre recyclée en quelque sorte. Donc ça, c'est un exemple un peu un complément de ce qu'a dit Mme Ihsan et avec une application au niveau du secteur du textile. J'en profite pour l'occasion. Vous savez, je vais rebondir sur ce qu'avait dit Ihsan et ce que vous avez dit au niveau du textile. Ihsan avait bien dit que dans les années 2000, les prix ont flambé. Effectivement, parce que tout simplement, la Chine se retrouvait du jour au lendemain avec 350 millions d'habitants en classe moyenne. C'est des Chinois qui ne bouffaient pas de viande, qui ne bouffaient pas de pain, et qui du jour au lendemain, ils se sont dit, moi aussi, je vais manger de la viande, alors qu'ils ne mangeaient que du riz, moi aussi, je vais m'habiller, moi aussi, je vais voyager, moi aussi, je vais avoir des télé, etc., etc. Et je vous dirais même une chose, ce phénomène va se retrouver en Afrique actuellement. Vous savez très bien que la ZLEGA, la zone africaine, la ZLEGA, la zone libre-échange que nous avons créée, c'est une zone qui a entre 120 millions, 125 à 130 millions d'habitants de classe moyenne qui ont un revenu moyen de 5 000 $ par an. 5 000 $ par an, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus un frein au niveau habitation, au niveau alimentaire. C'est qu'ils vont commencer à consommer. Et cette population, sachez qu'elle va être multipliée par 3 d'ici 2030. On va se retrouver avec 350 millions d'Africains en classe moyenne. Alors, je ne vous le dis pas, la tension qu'il va y avoir au niveau, effectivement, des matières premières, que ce soit au niveau alimentaire ou habillement, etc. Et là, j'ai envie de poser la question à Myriam. Ces 350 millions d'Africains, ils vont tous vouloir avoir des maisons. Ils vont mieux vouloir habiter, ils ne vont plus vouloir habiter dans des cabanes. Alors, cette tension qu'il va y avoir en termes de matières premières, tension au niveau de la construction, c'est quoi l'apport de l'économie circulaire au niveau bâtiment? Alors, au niveau du bâtiment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie, toute la chaîne qui permet de construire les bâtiments, elle est fondée sur le neuf. Alors qu'on pourrait très bien réutiliser certains matériaux, on peut les recycler quand on déconstruit un bâtiment.
Donc, là, je vais raisonner en fait plutôt en phase de vie du bâtiment. Donc, si je reprends en gros la phase de vie d'un bâtiment, on a la phase de construction, où là, on va produire les matériaux qui vont être utilisés pour construire le bâtiment. On va avoir la phase de construction avec le chantier, d'utilisation, et chaque matériau va avoir une phase de déconstruction. Donc, ils vont être soit rejetés, c'est ce qui est souvent le cas, soit valorisés, recyclés. Si aujourd'hui, on réutilise certains types de matériaux, comme par exemple des fenêtres, des portes, etc., ça permet déjà d'alléger la production de certaines de ces matériaux-ci. Donc, ça implique quoi? Déjà, de polluer moins, puisqu'on émettra d'un point de vue carbone moins de CO2. Et ça permet également de faire des économies, puisqu'aujourd'hui, c'est dommage d'avoir des bâtiments qui, quand ils vont être démolis, on va jeter justement certains produits, donc type portes, fenêtres, etc., plutôt de les réutiliser. Et donc ici, cette démarche d'économie circulaire, en fait, elle a plusieurs avantages. Parce que d'un point de vue climatique, avec l'urgence climatique qu'il y a d'aujourd'hui, les conséquences que ça peut avoir, notamment en termes de réchauffement climatique, etc., eh bien, la production justement des matériaux qui implique d'utiliser de l'énergie et donc de polluer, et bien là, on va avoir un avantage puisque du coup, on va utiliser des matériaux qui vont être pas produits, mais réutilisés. Donc là, déjà, ça soulage d'un point de vue carbone les conséquences de pollution. Au niveau de l'épuisement des ressources, du coup, comme on utilise des matériaux qui sont déjà existants ou alors recyclés, on va faire une pression moins forte sur les ressources naturelles, parce que les matériaux, ils se fabriquent bien sûr à partir de matières premières. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut aussi prendre en compte. Et aussi, d'un point de vue financier, eh bien, ça coûte moins cher aujourd'hui d'utiliser des matériaux qui ont été récupérés, qui ont été, on va dire, quelquefois retapés, par exemple pour les fenêtres, etc. Et donc, du coup, ça permet de faire des économies. Donc là, on voit le triple avantage de l'économie circulaire dans la construction d'un bâtiment. Et d'un point de vue recyclage aussi, là aussi, on retrouve cet aspect-là, puisque au lieu de jeter les matériaux qui sont construits à partir du bois ou de la ferraille, et si on les valorise et on les recycle, eh bien, ça crée une nouvelle filière de recyclage à partir desquels on peut fabriquer d'autres matériaux, donc, qui ont été utilisés à partir de matériaux donc, recyclés, donc, qui ont déjà eu une vie. Donc, ça permet de produire des matériaux au final à moindre coût. Et donc là, on a un gros bénéfice. Voilà. Est-ce qu'il y a des normes pour pouvoir imposer au niveau des bâtiments qu'on utilise de plus en plus de produits recyclés? Est-ce qu'on impose ceci par des normes au niveau des bâtiments NF ou AFNOR ou un truc comme ça? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la démarche d'économie circulaire, ça reste quand même quelque chose d'assez récent, on va dire, et qui n'est pas encore rentré dans les mœurs des maîtres d'ouvrage, donc les personnes qui vont initier les projets pour construire les bâtiments. Et donc, il y a un gros travail, notamment de sensibilisation, pour montrer et convaincre les maîtres d'ouvrage que si on utilise justement des portes qui ont déjà eu qui sont issues du réemploi, en fait, eh ben, ça n'a pas de risque. Parce qu'aujourd'hui, la logique, elle est basée en fait sur du neuf. Tout est construit. Quand on parle de construction, on pense tout de suite au neuf. Les maîtres d'ouvrage ne vont pas forcément aller tilter, oui, on va démolir un bâtiment, donc on peut récupérer les volets, on peut récupérer les fenêtres, on peut récupérer le plancher aussi, les revêtements de sol. Donc tout ça, en fait, il y a une grosse démarche de sensibilisation qui est en train, en tout cas c'est le cas aujourd'hui en France, qui est en train d'être amorcée. Il y a aussi un gros travail de structuration des filières pour pouvoir récupérer les matériaux de différents chantiers, les mettre dans une plateforme et faciliter, on va dire, l'échange entre l'offre et la demande. Donc, en gros, faire en sorte qu'on récupère un maximum
de matériaux, de produits issus de bâtiments qui vont être démolis et les mettre à disposition pour les maîtres d'ouvrage afin qu'ils puissent les réutiliser, puis que les matériaux puissent être réutilisés quand on va construire les bâtiments. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste récent, mais il y a des projets qui ont été faits et qui montrent que c'est possible d'utiliser les matériaux issus du réemploi. Après, certes, il y a aussi, comme vous le disiez, certaines restrictions d'un point de vue garantie. Par exemple, en France, on a la garantie décennale pour lesquelles il faut respecter des normes. Il faut que les produits soient aptes à ces normes, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les matériaux. Donc, voilà. Merci. Je pense Oui, que il doit y avoir aussi, même au niveau du bâtiment, un phénomène social, comme dans l'habillement. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une demande de plus en plus intéressante pour des bâtiments avec des matériaux recyclés qui va déclencher un petit peu le processus. Et je pense que ça va venir pour tous les secteurs, y compris le bâtiment. Donc, lorsque la demande sera, et on le voit sur des documentaires en Allemagne, sur des pays sur l'Asie, etc., on voit que le phénomène commence à s'amorcer et qu'il y a des gens qui sont plus intéressés à acheter un appartement avec des matériaux recyclés. Et donc ça, parce qu'il y a une contribution environnementale. Par leur acte, ils contribuent à protéger l'environnement. Et ça, je pense, comme dans le textile, c'est quelque chose qui va être très important à l'avenir et qui va impacter un petit peu le comportement des promoteurs pour pouvoir, comme elle a dit, il y a des problématiques logistiques, des problématiques d'organisation, des problématiques de coûts, des problématiques lorsqu'on démolit, il faut un travail à l'amont de triage, de sélection, d'orientation, de stockage, etc., qui va permettre de rendre l'opération relativement économique et faisable économiquement. Donc, tous ces phénomènes, ils s'imbriquent finalement pour pouvoir déclencher ce processus. Ce processus ne va pas venir avec les lois. Je ne pense pas qu'il va venir avec des lois. Les lois, il vient pour soutenir ce phénomène. Il va venir pour soutenir ce mouvement social, mais pas avant. Je ne pense pas que ça va être avant. De plus en plus, comme il a dit, il y a le phénomène de sensibilisation pour que le consommateur lui-même agisse sur le promoteur à travers son acte d'achat. Et je pense que c'est ça l'avenir, comme dans le secteur textile, ça va être à peu près la même chose. Dans le Voilà. textile, Si vous me permettez, oui, je peux allez-y. rajouter une chose. Alors, Oui. c'est juste par rapport au comportement du consommateur. Donc, toujours on a l'offre et la demande, d'accord? Donc, pour que ça marche pour ce modèle, donc on doit avoir une demande de consommateur. Donc, pour le consommateur, comme elle a dit M. Qabbaj, il est important, c'est vrai, il est important de sensibiliser le consommateur sur les effets environnementaux, d'accord? Sauf que pour un consommateur, on le sait en économie, il s'intéresse surtout à maximiser la satisfaction et il a une contrainte qui est budgétaire, d'accord? Donc, la grande motivation pour un consommateur, pour ne pas dire des choses qui ne sont pas réalistes, la vraie motivation pour un consommateur, c'est le prix, il est à combien. Par exemple, si on prend les voitures hybrides actuellement, donc on a eu l'expérience au Maroc pour les voitures électriques, lorsqu'ils font des reportages quelque part dans les rues, les gens, ils disent oui, c'est bon pour l'environnement, mais surtout, ça coûte moins cher, d'accord? Pas mal de personnes, ils l'ont dit, ça revient moins cher qu'une voiture avec gasoil ou bien avec essence, d'accord? Donc, ce qui est important ici, c'est lorsque je fais de l'économie circulaire, c'est gagnant-gagnant. D'accord? En même temps, on protège l'environnement, même si le consommateur n'est pas conscient de ça, on protège l'environnement, mais le consommateur aussi, il est gagnant dans tout ça, d'accord? Parce que ça va coûter, normalement, ça va coûter moins cher, normalement. La vignette pour les voitures. Consommateur, mais si on a un consommateur qui est sensibilisé, ça va être parfait. C'est comme par exemple pour les pays scandinaves, pour les pays européens en général, ils ont les deux. Donc, ils ont un prix qui est intéressant pour attirer le consommateur et ils sont devant eux un consommateur qui est vraiment sensibilisé de la conjoncture et de la problématique. Donc, ça va être c'est gagnant-gagnant autrement dit. Merci. D'accord. Oui, j'en profite, Ihsan.
l'économie circulaire, certes, sur du papier, théoriquement, ça marche. Comme vous avez dit, il y a une seule chose, c'est qu'il faut stimuler. Effectivement, pour stimuler, personnellement, je suis d'accord, comme vous avez dit, par des crédits d'impôt, par des avantages fiscaux, comme par exemple pour les voitures électriques hybrides que vous avez dit, il n'y a pas de vignette au niveau des voitures hybrides. Donc, automatiquement, on pousse indirectement le consommateur, en choisissant cette voiture, d'économiser 1500 dirhams ou 2500 dirhams au niveau de la vignette de sa voiture. Sachant qu'effectivement, même en termes de consommation de l'essence, c'est moins. Donc, quelque part, à votre avis, voilà, à votre avis, à part effectivement de sensibiliser, l'apport d'un support, d'une norme ou comment dirais-je, des avantages fiscaux, est-ce que ce n'est pas un plus que les États doivent apporter? Alors, oui, bien sûr, dans n'importe, lorsque l'État, normalement, c'est quoi le rôle de l'État? Lorsqu'on a une nouvelle stratégie, l'État, normalement, il doit accompagner cette stratégie, d'accord? Tout ce qui est environnemental, donc en général, dans l'économie de l'environnement, on a des incitations, c'est ce que vous avez cité. Normalement, elle doit intervenir soit sous forme de règlement pour imposer comme ça, les entreprises, ils sont obligés, même s'ils ne sont pas conscients de la problématique de l'environnement, ils sont obligés de faire ça, d'accord? Sinon, on a des quotas, d'accord? On a des subventions pour aider les gens de s'orienter vers un domaine, on va leur donner des subventions. C'est le cas, par exemple, pour le goutte à goutte en agriculture, d'accord? Même si l'agriculteur, on suppose qu'il n'est pas conscient de la problématique de l'eau, on a fait des subventions dans le plan Maroc vert et dans tout le monde pour inciter les agriculteurs, du moment où l'agriculture consomme pour le Maroc 85% de ressources en eau. Donc, comment faire? On est obligé d'inciter les gens d'une manière ou d'une autre, d'accord? On ne va pas laisser le consommateur se décider comme il veut. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va intervenir. Parmi les moyens, c'est les subventions, d'accord? Des fois, par exemple, pour le goutte à goutte, si un agriculteur, il opte pour le goutte à goutte, donc c'est subventionné, d'accord? Donc, c'est une manière pour inciter l'agent économique à opter pour une telle stratégie, mais en même temps, ça va être bénéfique pour lui parce que toujours, qu'est-ce qu'on a dit? On est des économistes, on a le consommateur et on a le producteur. Le producteur, il cherche à maximiser le profit, donc il va minimiser le coût, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, maximiser le profit, c'est comment? Du moment où le prix, on suppose qu'il est dans le marché, donc il doit minimiser, ça doit lui coûter moins cher, d'accord? Donc, lorsque vous subventionnez, donc le coût, il va diminuer, c'est normal, donc il va gagner plus d'argent, d'accord? Pour le consommateur, la même chose. Un consommateur, il doit augmenter la satisfaction et il a une contrainte. Donc, lorsqu'on subventionne, c'est autrement dit, on les incite ou bien on les encourage à faire ça. Donc, on ne peut pas négliger les outils, comment les outils économiques, ou bien il y a des outils économiques, réglementaires et financiers pour inciter les agents économiques en général à joindre ou bien à nous joindre dans l'économie circulaire. D'accord. Monsieur Kabesh, parlons de l'eau. On sait qu'au niveau du textile, il consomme énormément d'eau. Est-ce qu'il y a une approche circulaire à ce niveau-là ou d'économie d'énergie en termes de consommation d'eau? Des exemples? Oui, forcément. Aujourd'hui, comme vous savez, pour le secteur du textile, il y a deux activités principales dans le domaine du textile. Il y a une activité qui est orientée vers le marché local. Il y a une autre activité qui est orientée vers le marché international à travers tous les donneurs d'ordre internationaux, que ce soit essentiellement les Européens, mais aussi maintenant les Américains, certains autres pays. Donc, si on parle, la grande locomotive aujourd'hui pour le textile, et pourquoi on parle beaucoup du textile au Maroc, c'est parce que c'est un pays de sourcing international. Il est considéré comme un pays de sourcing international. Malheureusement, le Maroc n'a pas pris les choses au sérieux à un certain moment de son développement et il n'a pas permis le développement et l'éclosion de l'amont du textile. Et quand on parle de l'amont textile, c'est tout ce qui est filature, tout ce qui est tissage, tout ce qui est teinture. Donc, ces domaines sont restés relativement limités. C'est pour ça que la Turquie,
il a pris un élan d'avance très, très important grâce à cet amont textile. Donc, aujourd'hui, le Maroc ne consomme pas beaucoup sur le marché international, ne consomme pas beaucoup d'eau et d'énergie parce qu'il n'a pas un grand amont. L'amont, aujourd'hui, c'est la Turquie, c'est le Bangladesh, c'est essentiellement l'Inde et c'est la Chine. Donc, c'est les grosses zones d'approvisionnement et c'est là où on utilise beaucoup d'énergie, on utilise beaucoup d'eau. On ne peut pas dire qu'on n'a pas certaines entreprises de textile. Il y en a certains de filature, qui sont relativement intégrés, de filature, de tissage et de teinture. Et justement, c'est avec ces entreprises qu'on essaie de travailler à travers ce projet, le projet que je vous ai cité tout à l'heure de l'ONUDI, qui vise à développer des projets pilotes de recyclage en général des déchets textiles, mais aussi elle touche un peu les aspects de l'eau, même si on n'a pas une grosse consommation, une déperdition d'eau. Nous avons, je peux dire que le gros de la consommation de l'eau se trouve au niveau de la jeanerie, du délavage jean. C'est là où on a une grosse consommation d'eau. Et pour ces gens-là, justement, les donneurs d'ordre imposent vraiment des normes très strictes de recyclage de l'eau. Donc, vous ne pouvez pas trouver, par exemple, Zara, il va travailler avec un jeaner qui n'a pas ou un délaveur qui n'a pas un centre de recyclage de l'eau, de traitement de l'eau. Donc, ça, toutes ces normes sont imposées maintenant. Tous les donneurs d'ordre font très attention parce que en face, ils ont le consommateur. Et lorsqu'ils apprennent, ou qu'il y a des mouvements des journalistes qui viennent pour inspecter, pour voir dans quelles conditions on fabrique l'habit, dans quelles conditions on protège l'environnement. Alors, parfois, c'est fatal pour certaines entreprises au niveau international. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser à ces aspects. Et donc, toutes les entreprises qui travaillent avec les donneurs d'ordre internationaux, y compris Zara, H&M et les autres, subissent chaque année un audit, ce qu'on appelle un audit RSE, responsabilité sociale et environnementale, qui consiste à s'assurer que ces entreprises respectent les normes. Et donc, de plus en plus, on constate ces dernières années, parce que je fais aussi certains audits, pré-audits pour certaines entreprises dans le domaine du textile, et on constate que les entreprises, que ces donneurs d'ordre, chaque jour, ils mettent plus de pression sur les entreprises. Avant, ils étaient plus laxistes un peu, ils voulaient avoir l'habillement rapidement, etc. Maintenant, ils n'ont plus le droit de faire ça. Aujourd'hui, il y a un respect des normes et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, une part très importante de la fibre recyclée. Donc aujourd'hui, pour le textile, c'est le consommateur qui est roi. C'est le consommateur qui impose, même aux donneurs d'ordre. Même les donneurs d'ordre n'ont pas le droit de s'amuser ou de dire moi, je vais fermer les yeux sur le recyclage parce qu'il va me donner un prix moindre. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait plus. Aujourd'hui, sont obligés de travailler avec des entreprises structurées qui ont des moyens techniques de recyclage de l'eau, si on parle de l'eau et de la teinture, etc., pour pouvoir sortir un produit normalisé avec des organismes internationaux comme Intertech, comme d'autres organismes de contrôle qui imposent une réglementation. Donc, je reviens toujours, c'est le consommateur aujourd'hui qui est roi. C'est le consommateur qui impose cette réglementation ou ces normes. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui est loi et tout ce qui est norme internationale. Et ce que nous constatons, qu'ils vont en parallèle. Et parfois, la norme, elle dépasse même la loi.
elle vient avant la loi. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez le BCI, ça c'est une norme qui est très avancée et qui touche tous les aspects de gestion de l'entreprise, y compris le volet environnemental, le volet sécuritaire et environnemental. Et ça, on ne va pas le trouver au niveau des lois. C'est-à-dire, il vient en complément des lois parce qu'ils sont plus un peu restrictifs, ils sont plus à l'écoute du marché et du consommateur. Autant le consommateur demande plus, on serre les boulons. De plus en plus, on serre le boulon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, la technologie va être l'allié à ce phénomène. La technologie, c'est elle qui va aider, comme on a dit pour l'impression numérique, il va aider à aller dans ce mouvement. Parce que si on utilise les technologies anciennes, on n'y peut rien. Si vous prenez le recyclage de l'eau, vous prenez une technologie ancienne, qu'est-ce qu'il peut faire? Il demande telle consommation d'eau. Même si vous recyclez, il y a toujours une déperdition importante, il y a toujours l'utilisation des additifs, il y a toujours l'utilisation des choses qui touchent l'environnement. Donc, c'est la technologie qui est en train de se développer parallèlement à ce mouvement social qui va faire qu'à l'avenir, on va trouver une alliance entre la technologie et tout le travail au sein de l'entreprise pour qu'on revienne à la viabilité économique. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'une situation où on fait fi à la viabilité. Ce n'est pas possible. Donc, la viabilité doit être maintenue tout en essayant de protéger l'environnement et tout en essayant de satisfaire le consommateur qui est exigeant au niveau de l'environnement, qui devient de plus en plus demandeur, c'est-à-dire lorsque vous lui fournissez un t-shirt, vous lui fournissez le t-shirt, mais vous lui fournissez également la protection de l'environnement. Donc c'est un phénomène qui est extraordinaire, qui va s'accentuer à l'avenir. Merci. Myriam, j'y en profiter. Vous savez, on avait discuté tout à l'heure, on sait très bien que l'Afrique connaîtra 1 milliard d'habitants supplémentaires d'ici 2035. Et par contre que l'Europe ou les États-Unis ou la Chine, etc., eux auront une perdition de 30% de la population d'ici 2030. Donc ma question qui se pose, c'est cette pression qu'il va y avoir au niveau de l'Afrique, au niveau de l'infrastructure, aussi bien du bâtiment, des routes, l'infrastructure, etc., est-ce que l'économie circulaire dans le domaine du bâtiment est prête à absorber, à maîtriser cette demande qui sera forte en Afrique? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit en fait tout à l'heure, Oui. la démarche d'économie circulaire dans le bâtiment, aujourd'hui, elle recouvre essentiellement soit le recyclage des matériaux, donc des déchets qui vont être jetés, soit le réemploi de matériaux issus de bâtiments démolis. Donc, ça implique qu'on ait démoli des bâtiments ou que l'on utilise des déchets qui sont issus du recyclage. Donc, d'où viennent ces déchets? Ben, forcément, souvent aussi, ça vient de la démolition, en fait. Comme quand on démolit un bâtiment, on a différents flux de déchets, que ce soit les DIB, donc déchets industriels banals, donc les isolants, etc., ou les déchets inertes, type gravat, etc. Donc, dans le bâtiment, quand on raisonne économie circulaire, on raisonne en fait sur comment on peut faire pour récupérer ces déchets issus des bâtiments démolis pour pouvoir les reconstruire. Donc aujourd'hui, si la population elle augmente, et c'est ce qui va se passer, la démographie suite, voilà, en Afrique, ça continue d'augmenter, eh bien, il faut que je ne pense pas que l'économie circulaire, elle représente la solution en elle-même dans le bâtiment, puisque ça reste quand même assez limité. Et il y a aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, une certaine inertie de la part des maîtres d'ouvrage. En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc, ça ne représente pas forcément l'unique solution, mais ça représente un levier d'action pour pouvoir être en faveur d'une démarche plus durable.
réutiliser intelligemment les ressources qu'on a déjà à notre disposition plutôt que de les fabriquer et de les réutiliser. Et donc, dans ce sens-là, c'est un moyen, mais l'économie circulaire est un moyen, mais ce n'est pas une fin en elle-même, puisque dans tous les cas, on pourra jamais construire toutes les maisons qu'il faut, tous les bâtiments qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse habiter dedans à partir de matériaux recyclés ou réemployés. Ce n'est pas possible, puisque déjà, ça implique qu'on ait à notre disposition ces matériaux-là. Est-ce que la quatrième révolution industrielle, n'apportera pas une des solutions à ce problème-là? La quatrième révolution industrielle, elle apportera une solution à ça dans le sens où ça permet de faciliter, on va dire, les échanges entre les lieux qui vont permettre de fournir des produits dans un lieu donné et de mettre en adéquation, en fait, justement, l'offre et la demande. Donc, via les plateformes numériques, etc. Donc là, oui, dans ce sens-là, ça va effectivement jouer un rôle en faveur du développement de l'économie circulaire dans la construction du bâtiment. Effectivement. Je rajouterai un point intéressant par rapport au bâtiment, c'est qu'aujourd'hui, les matières recyclées, je pense que les matières recyclées ne vont pas provenir uniquement du secteur du bâtiment, mais ils peuvent provenir d'autres secteurs, comme le textile. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans le textile qui fabriquent des isolants à partir des matières textiles recyclées, des habits recyclés, qui sont travaillés et qui obtiennent une pâte ou comme le fibre de verre qui va protéger, qui va réduire la consommation d'énergie, qui va protéger le bâtiment contre l'aspect phonique et l'aspect énergétique. Donc, il y a d'autres secteurs qui peuvent fournir aussi. L'économie circulaire ne touche pas le secteur lui-même uniquement, mais il touche le secteur lui-même, mais il peut toucher d'autres secteurs. Il y a un effet transversal qui peut se faire entre les différents secteurs. Et c'est ça l'intérêt de l'économie circulaire, à mon avis. Voilà. Bravo. Ouais, allez-y. Alors, juste par rapport à la question de l'économie circulaire et l'Afrique, certes, pour l'Afrique, on va avoir plus de population, mais il ne faut pas oublier qu'on a plus de ressources, d'accord? Alors, actuellement, l'Afrique, on a la grande majorité de ressources sont des ressources naturelles. Par exemple, si on prend pour le cuivre, on a 97%. Pour le pétrole, 14%. Pour l'or, 57%, c'est en Afrique uniquement. En plus, l'Afrique, il a un retard de développement, d'accord? Donc, ce retard, si on arrive à bien tirer profit, on va prendre l'exemple de ce qui est arrivé, l'expérience des autres continents pour en tirer profit, d'accord? Parce que pour les autres pays, ils ont déjà épuisé leurs ressources. Donc, pour l'Afrique, on a ce décalage, mais on peut tirer profit de ce décalage. Comment? C'est à travers, parce qu'actuellement, l'Afrique, c'est le marché le plus émergent en termes d'économie. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on a plus de ressources, on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas d'infrastructure, donc toujours en développement, et on a une population qui est jeune. Certes, beaucoup de population, mais la population, elle est jeune, donc on a une main-d'œuvre. Donc, si on arrive à tirer profit de ça, donc on a ces ressources, et on compte devant tout ça, on a une expérience devant nous. On a vu ce qui est arrivé dans la Chine, aux États-Unis, au Canada, donc on a une idée sur ce qui se passe. Donc, si on arrive à tirer profit et opter vraiment pour l'économie circulaire, je ne pense pas qu'on va on va pas arriver au même point au même problème, d'accord? Parce qu'on va dès le début se baser sur l'économie circulaire, donc utiliser moins de ressources qui vont pouvoir de couvrir tous nos besoins, même si la population, elle va augmenter avec les ressources qu'on a, parce qu'on a énormément de ressources. Lorsqu'on trouve 97% de cuivre, c'est énorme. Pour l'or, c'est 57%. Toujours, on a 57% en Afrique. Donc, si on arrive à utiliser ces ressources de manière efficiente, sans arriver au épuisement, je ne pense pas qu'on va arriver au problème parce que déjà, on a vu l'expérience. Il faut voir l'expérience des autres. C'est pour ça, actuellement, l'Afrique, je pense qu'elle est consciente de problème.
C'est pour ça qu'ils sont en train de négocier. Lorsque les entreprises françaises, par exemple, ils viennent pour faire des projets, par exemple, au Maroc ou bien sûr, surtout subsaharienne, on incite, donc dans les cahiers de charges, on parle de l'environnement parce qu'ils ont déjà vu le problème dans les autres pays. D'accord? Donc, c'est des opportunités pour l'Afrique. Donc, on a des ressources et on a devant nous une expérience qui a déjà donné des fruits qui ne sont pas bonnes. On voit on est en épuisement. La Chine, c'est presque fini, ils n'ont rien. D'accord? En termes, même lorsqu'ils ont fait des exportations, les États-Unis dernièrement, en 2010, d'accord, elle a réclamé comme quoi la Chine, elle a fait une surexportation des terres rares. Donc, je pense que c'est pour l'Afrique, c'est un point fort si on arrive à bien tirer profit. D'accord? Et non, non, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que moi, personnellement, je le dis toujours, dans le monde, dans les 50 années à venir ou dans les 100 ans à venir, la croissance se trouve dans deux endroits dans le monde. Soit dans l'espace, chez Mars avec Elon Musk, ou bien la croissance se trouve en Afrique. Oui, parce que c'était super. Ça, c'est mathématique. Parce que la population, parce que le PIB, il est calculé d'une façon très simple. 70% du PIB, c'est de la consommation. Alors, lorsque automatiquement, dans des pays comme les États-Unis ou l'Europe ou la Chine, etc., où ils ont une perdition, une perte de la population, automatiquement, ils vont perdre en termes de PIB. Et nous serons le seul continent au monde où il y aura une croissance de ce PIB parce qu'il y a une population supplémentaire. Donc, à partir de là, pour pouvoir en conclure, quels sont les enjeux, d'après vous, que l'Afrique en général ou la ZLECA en particulier doit faire en sorte pour pouvoir tirer au maximum les gains de cette économie circulaire ou de ce nouveau modèle économique que nous allons mettre en place? Alors, si on parle des enjeux, donc si on est vraiment conscient autant que pays africain de la problématique, c'est déjà gagnant, d'accord? Parce que c'est un marché qui est émergent, tout le monde s'intéresse à l'Afrique, d'accord? Comme vous l'avez dit, donc on a plus de ressources, on a plus de consommation. C'est un terrain qui est vraiment vierge, on a besoin d'infrastructures, des hôpitaux, on a de la demande, en même temps on a des ressources. C'est très important lorsque je parle des ressources en pétrole. Donc ailleurs, ça s'épuise, alors que chez nous, c'est vraiment, on a des ressources qui sont avec des grandes quantités. Donc ici, c'est juste en termes de négociation. On doit être vraiment conscient de la problématique pour pouvoir inciter surtout les étrangers lorsqu'ils viennent pour s'investir. On va négocier comment avec des cahiers de charges, tout en respectant. Comme ça, on va tirer profit de leur expérience. Par exemple, si vous voulez faire du bâtiment, on va exiger des normes. Ça s'applique chez eux. Par exemple, en France, ils ont déjà opté pour tout ce qui est des réglementations pour l'AFNOR. Il suffit que ça s'applique. Par exemple, parce que des fois, par exemple, si on prend l'exemple, donc l'investisseur, il va pas. Si vous ne négociez pas dans un cahier de charge vos conditions, c'est normal, il ne va rien vous dire, d'accord? Donc, même si c'est applicable en France, tant que vous ne lui dites pas on est exigeant dans ces termes, alors il va vraiment faire ce qu'il veut. Exactement. Mais si le pays il est conscient de la problématique et on sait que les étrangers, ils ont besoin de nous, d'accord? C'est gagnant-gagnant. On n'est pas en train de ils ont besoin de nous, donc on est en position de force. Donc, c'est surtout question de conscience. C'est pour ça qu'on rejoint l'idée, c'est tout ce qui est enseignement. Donc, actuellement, l'économie circulaire, c'est surtout pour les pays africains, c'est pas vraiment en termes de conscience, ça manque de conscience, ça manque de publication. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'introduire tout ce qui est économie circulaire dans l'enseignement supérieur. Actuellement, si on voit les spécialités dans l'enseignement, on trouve ingénieur électromécanique, on trouve un économiste, un microéconomiste, mais les aspects intégrés de l'économie circulaire, c'est un peu faible, d'accord? Donc, parce que lorsque l'enseignement, c'est la base d'une future génération, d'accord? Donc, pour préparer la relève dans 10 ans, donc c'est pour ça qu'il est important d'introduire dans les enseignements pédagogiques la notion de l'économie circulaire. Alors, malheureusement, pour certaines personnes, ils pensent que l'économie circulaire, c'est seulement pour les économistes, alors que ce n'est pas vrai. Donc, l'économie circulaire, c'est transversal et c'est complexe.
Ça touche toutes les disciplines, que vous soyez juriste, que vous soyez policier, que vous soyez agriculteur ou bien quelqu'un de la santé. Dans toutes les disciplines, on fait de l'économie circulaire. Donc, normalement, pour préparer la relève, donc pour avoir des décideurs politiques dans le temps, dans 10 ans, donc, il faut les préparer dès maintenant. Comment les préparer? Donc, comment il a fait le Japon avec le développement économique est là. Donc, il a préparé dès l'enseignement, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important d'introduire dans nos enseignements, pour toutes les disciplines confondues, pas forcément des économistes, tout ce qui est économie de l'environnement, économie circulaire. Comme ça, les futures générations, ils vont être conscients de la problématique et ils peuvent vraiment négocier tout ce qui est politique publique entre les deux pays, parce que l'Afrique, elle a besoin des autres pays, et on a besoin de l'Europe et des États-Unis, mais il faut savoir trouver un moyen d'avoir gagnant-gagnant, d'accord? Et j'insiste sur ça, on ne peut pas résoudre ce problème sans l'intervention de l'enseignement supérieur. Donc, c'est pour ça que je reviens toujours sur le même point, il faut introduire l'économie circulaire dans les bases d'enseignement, surtout pour le supérieur. Que vous soyez actuellement dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, quelqu'un qui fait de ingénieur électromécanique, il se voit loin de tout ce qui est économie circulaire. Lorsque vous lui disiez économie circulaire, c'est comme si c'est quelqu'un des universités qui vont faire ça, alors que normalement, la composante économie et environnement doit intégrer tous les enseignements supérieurs. Monsieur Kabej, un mot de fin de votre part? Je pense qu'aujourd'hui, la problématique de l'économie circulaire, il va être de plus en plus à l'évolution technologique au niveau international. Aujourd'hui, tout le développement qu'on remarque actuellement sur tous les domaines, que ce soit de l'IoT, de l'économie circulaire, de l'intelligence artificielle, de big data, etc., que ce soit aussi des process industriels, vont permettre le développement de cette économie circulaire et vont aider toutes les parties prenantes à résoudre la problématique d'une manière économique. Par exemple, si on prend le secteur du textile, aujourd'hui, de plus en plus, on a des machineries qui font de l'économie circulaire, qui font de l'économie de l'eau, de l'économie d'énergie, qui produisent d'une manière très fiable, qui font gagner du temps aussi, qui protègent l'ouvrier, etc. Donc, la technologie, je pense, va être la locomotive. Et je rejoins Madame Ihsan pour dire qu'aujourd'hui, on doit soutenir les ingénieurs et le développement technologique au niveau du Maroc pour pouvoir intégrer cet écosystème. C'est un écosystème qu'il va falloir aussi développer d'une manière interne, c'est-à-dire au niveau national, et aussi d'une manière internationale, en coopération avec tous les parties prenantes, que ce soit en Europe, aux États-Unis, pour pouvoir bénéficier de leur technologie et de leur avancée, et en même temps pour apporter des solutions intelligentes qui nous concernent. Vous voyez un petit peu tous les investissements qui sont faits actuellement au niveau du solaire, au niveau de l'éolienne, au niveau d'un certain nombre d'investissements structurants qui se font au niveau du Maroc et qui doivent être, à mon avis, soutenus par une formation adéquate au niveau de nos ingénieurs. Aujourd'hui, je pense que les conducteurs de cette locomotive vont être nos ingénieurs de demain. Et justement, il faut leur donner une formation adéquate à l'image de ce qui se fait. Bien sûr, nous avons des ingénieurs marocains qui font des formations au niveau international en Europe et aux États-Unis, qui vont aussi nous apporter, vous connaissez un petit peu pas mal d'ingénieurs qui sont dans le domaine de l'énergie, etc., qui sont maintenant des sommités internationales, qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce que nous demandons à nos universités, nous demandons à nos écoles d'ingénieurs d'intégrer cette notion
d'économie circulaire et de durabilité en général, si vous voulez, pour pouvoir agir sur la technologie. Aujourd'hui, ce qui va nous sauver tous, c'est un peu la technologie. On ne peut pas compter uniquement sur des techniques traditionnelles ou des techniques anciennes. Aujourd'hui, c'est la technologie qui va être la locomotive. Autant on va encourager que ce soit nos ingénieurs qui vont par la suite aussi, ces ingénieurs-là peuvent être aussi demain des promoteurs industriels, peuvent être des hommes d'affaires qui vont agir sur cet environnement. Donc, c'est ça un petit peu la chose. La formation, c'est un axe structurant, à mon avis, et plus dans la recherche-développement dans l'économie circulaire. Voilà, je pense que ça va être un petit peu le salut par rapport à notre position au niveau international. Myriam, Myriam, un mot de fin, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Le micro, vous pouvez remettre le micro, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Vous m'entendez? Oui, parfait maintenant. Oui. Du coup, donc, un mot de fin. Moi, je remonterai ce que je dirais, c'est que l'économie circulaire, si on se replace dans le contexte actuel, ce qu'il ne faut pas oublier, outre la notion économique et financière, il faut se replacer dans le contexte où aujourd'hui on vit dans un environnement qui a été très très sollicité, notamment par les industries, etc., et par les erreurs qu'on a commises par le passé et qu'on continue encore de commettre si justement on n'agit pas aujourd'hui et on ne prend pas conscience de ce que ça implique. Quand je dis ça, je parle notamment dans le secteur du bâtiment. Si aujourd'hui on continue à construire comme on construisait il y a les 10 dernières années, on est en train de tout simplement foncer contre un mur, dans le sens où il y a une urgence climatique aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier, avec le réchauffement climatique et toutes les conséquences que ça implique, et que si on ne profite pas des ressources qu'on a et qui sont au final toutes simples, parce que l'économie circulaire, c'est quoi? C'est tout simplement valoriser des déchets de manière intelligente pour que ce soit finalement une matière première dans un secteur industriel ou un autre. Donc, ce sont des logiques en fait qui sont toutes simples et qu'il faudrait en profiter pour qu'on puisse aujourd'hui améliorer la façon dont on avait de construire qui était totalement, au final, quelque part un peu irréfléchi puisqu'on ne profite pas des ressources qu'on a à nos dispositions en fait, ce qui est complètement… voilà quoi. Donc, je pense que c'est important d'introduire cette notion d'économie circulaire dans le sens où justement ça va permettre de réduire, on va dire, l'incidence environnementale, ça permettra faire moins de pression sur les ressources, ça permettra également d'émettre moins de gaz à effet de serre qui va réchauffer et ensuite engendrer des conséquences phénoménal sur toute la planète au final, parce que quand on émet quelque part, ça a des conséquences pas forcément sur le pays, mais sur les pays voisins aussi, et donc sur les populations. Et donc aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'ingénieur, c'est important quand on construit quelque chose, quand on imagine un projet, de réfléchir, d'avoir cette réflexion, comment je peux utiliser des ressources qui sont simples, qui sont à ma disposition, de manière intelligente. Et ça, c'est le travail, je pense, des ingénieurs d'aujourd'hui et de demain pour pouvoir justement essayer de réparer les erreurs qu'on a commises par le passé et de freiner, on va dire, les conséquences climatiques qui vont se répercuter au final sur nous et sur nos générations. Donc, c'est très important à avoir en tête et à introduire dès maintenant, quel que soit le métier d'ingénieur qu'on va exercer plus tard, de l'introduire dans les réflexions. Parfait, je vous remercie. Donc, je profite de l'occasion pour redonner la parole à Nour au forum de l'EHTP, l'entreprise. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend.
Bonsoir, je me présente. Je suis Nour Iman Boulhan, membre de la cellule conférence et développement au sein du Forum HTP Entreprises. Aujourd'hui, j'avais l'honneur d'avoir assisté à cette conférence qui était très enrichissante et très passionnante et dans laquelle les discussions et les échanges d'informations étaient intéressants puisqu'ils nous ont clarifié l'idée sur l'économie circulaire qui s'inscrit dans une démarche de développement durable et en luttant contre le gaspillage et en diminuant la consommation des ressources naturelles. Parce qu'en fait, selon le GFN, le groupe des fournisseurs nucléaires, l'humanité utilise actuellement les ressources naturelles 1,75 fois plus vite que les capacités de la régénération des écosystèmes. Alors, il faut que les entreprises de différents domaines, celui du bâtiment notamment, aient une éco-conception. Ils doivent donc concevoir le produit ou le service de telle manière qu'il n'aura pas d'impact environnementaux et qu'il ne consommera pas trop de ressources naturelles. Et pour finir, je remercie chaleureusement nos chers invités et nos intervenants, Madame Ihsan Louedi, Madame Myriam Chakroun, Monsieur Tawfiq Kabbaj et bien sûr notre cher modérateur, Monsieur Oussama Wassini, d'avoir accepté de participer à cette conférence et malgré leur emploi du temps trop chargé et d'avoir pris de leur temps pour partager avec nous leurs connaissances sur le thème de l'économie circulaire. Et je remercie également, un merci spécial pour M. Tawfiq Kabbaj parce qu'il a accepté de nous rejoindre dans la dernière minute. Et je remercie également nos partenaires médiatiques et nos partenaires entreprises. Et un grand merci aussi pour nos enseignants à l'École Hassaniya des Travaux Publics parce que ce sont eux qui nous orientent et c'est grâce à eux que nous évoluons et que nous améliorons. Alors, je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence, y compris les membres du club Forum HTP Entreprises et tous les étudiants et les étudiantes de l'École Hassaniya des Travaux Publics. Et avant de clôturer, je vous donne rendez-vous toutes et tous le 17 janvier pour assister à notre deuxième webinaire sous le thème de l'inclusion de l'économie circulaire dans la supply chain management, un mix porteur de bienfaits, d'une multitude de bienfaits rentables pour les entreprises. Et voilà, merci beaucoup et excellente soirée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Au plaisir. Au revoir. Au plaisir.